Cette rivière tumultueuse se faufilant au milieu des montagnes, c'est le Mékong. Prenant sa source sur les hauteurs du Tibet, le petit torrent himalayen devient l'un des plus grands fleuves d'Asie. Sur plus de 4000 km, le Mékong traverse le Yunnan chinois et irrigue toute la péninsule indochinoise avant d'atteindre la mer de Chine où il se jette en un gigantesque delta. Pour les Birmans, les Thaïlandais, les Laotiens, les Cambodgiens et les Vietnamiens, le Mékong, c'est la mer des eaux. Pendant 2000 ans, la puissance des États se mesurant à la richesse de leur agriculture, les peuples de la région n'ont cessé de se faire la guerre pour contrôler les terres enrichies par les alluvions du Mékong et de ses affluents. Après la paisible traversée du Laos, les chutes de Khon marquent l'entrée fracassante du Mékong au Cambodge. Cette frontière infranchissable ne suffit pourtant pas à contenir l'expansion khmer des XIIe et XIIIe siècles. Au cœur d'un vaste empire qui contrôlait à son apogée une partie du Laos, de la Thaïlande et du Vietnam, brillait une incroyable capitale, Angkor. Naviguant sur le Mékong et ses affluents, le Tonlé Sap et le Bassak, nous allons parcourir le Cambodge. Jour après jour, nous allons tenter de raconter l'histoire d'un peuple, inventeur d'une civilisation éblouissante, les Khmers. Jayavarman II, le fondateur d'Angkor, autoproclamé Devaraja, roi-dieu, revendique un pouvoir allant jusqu'en Chine et au Champa, à l'océan et à la terre des cardamommes et des mangues, probablement le Siam. Nous sommes au début du IXe siècle et l'Empire khmer est déjà très puissant. Jayavarman II et tous ses successeurs vont bâtir sur près de 400 km² une capitale unique au monde, riche de centaines de temples, dont Angkor Wat demeure jusqu'à aujourd'hui le plus beau symbole. Vaincu, saccagé par les envahisseurs siamois en 1431, Angkor disparaît, abandonné à la forêt. La capitale khmer reste ainsi oubliée au cœur de la jungle pendant plus de 400 ans. Ce n'est qu'en 1860 que le Français Henri Mouhot redécouvre la cité perdue et les temples prisonniers des racines géantes de fromagers. Nous mîmes une journée entière à parcourir ces lieux et nous marchions de merveille en merveille, dans un état d'extase toujours croissant. Ah, que n'ai-je été doué de la plume d'un Chateaubriand ou d'un Lamartine, ou du pinceau d'un Claude Lorrain pour faire connaître aux amis des arts combien sont belles et grandioses ces ruines, peut-être incomparables, seul vestige d'un peuple qui n'est plus et dont le nom même, comme celui des grands hommes, artistes et souverains qui l'ont illustré, restera probablement toujours enfoui sous la poussière et les décombres. Fort heureusement,
Depuis le voyage d'Henri Mouhot, les travaux des historiens et des archéologues nous permettent de mieux comprendre les principes régissant le fonctionnement de la capitale khmer. La civilisation khmer, en termes de civilisation écrite, démarre au VIe siècle, dans le domaine de l'architecture religieuse, dans le domaine de l'art religieux, mais aussi dans le domaine de l'épigraphie. À partir du IXe siècle, le vrai empire khmer, c'est-à-dire centralisé, a émergé à cette époque-là, au tout début du IXe siècle, avec comme centre géographique, la région d'Angkor. Ce qui fait que Angkor a vraiment émergé, c'est la maîtrise hydraulique, c'est l'aménagement hydraulique. C'est la construction de ce que nous appelons aujourd'hui les barailles, c'est-à-dire d'énormes réservoirs. Vous en avez qui font 8 km sur 2 de réservoirs artificiels. À quoi ça servait? Il y a une fonction religieuse, tout ça c'est indéniable. Mais la première fonction de ces barailles, de ces réservoirs, c'était une fonction hydraulique pour l'agriculture. Les barailles, comme celui d'Angkor Wat, servaient donc à capter l'eau pour irriguer les rizières. D'un point de vue religieux, ils représentaient l'océan cosmique entourant le mont Meru, la montagne sacrée de la mythologie hindoue. Angkor Wat n'a pu être conçu que par une seule personne. Tout est homogène, tout est harmonieux. Et si vous voulez, Angkor Wat, c'est le classicisme le plus absolu. La tour centrale du sanctuaire, qui culmine à 60 mètres, représente, selon les lois de la cosmogonie hindoue, le mont Meru, axe du monde et résidence des dieux. Angkor Wat est un nom moderne qui signifie « capitale monastère ». En réalité, le roi Suryavarman II, adepte de l'hindouisme, l'avait appelé Vishnuloka, c'est-à-dire « monde de Vishnu ». Au-delà même du nom, l'influence de l'Inde s'affirme à Angkor Wat jusque dans les moindres détails. On estime que grosso modo, ces premières vagues de propagation de la civilisation indienne a débuté plus ou moins vers le début de l'ère chrétienne. Du début de l'ère chrétienne jusqu'au VIe siècle, pour prendre le cas du Cambodge, ce qui fait que la civilisation indienne s'est vraiment incrustée chez les Cambodgiens, chez les Thiam, chez les Javanais, etc. Or, maintenant, est-ce que les Cambodgiens sont des Indiens? Non, bien sûr que non, puisqu'il n'y a pas d'Angkor Wat en Inde. Mais sans l'Inde, il n'y aurait jamais eu d'Angkor Wat non plus. Quelques décennies seulement séparent la construction d'Angkor Wat de celle d'Angkor Thom, la grande capitale, fondée par le roi Jayavarman VII. Mais entre-temps, le style architectural a considérablement évolué. Portant le corps d'un naga à 7 têtes, symbolisant les génies de l'eau, des dizaines de yakshas géants, génies de l'Inde ancienne, conduisent à une porte monumentale. À l'intérieur de l'enceinte se dresse le plus mystérieux de tous les temples d'Angkor, le Bayon. Le Bayon, c'est tout le contraire d'Angkor Wat. Et si on transpose ça dans d'autres contextes culturels, on dirait que le Bayon, c'est le romantisme. C'est, dans un certain sens, plus vivant même que Angkor Wat, puisque le Bayon nous montre des scènes de la vie quotidienne. Les bas-reliefs du Bayon évoquent également des épisodes de l'histoire khmer. Avec une précision de naturaliste, les sculpteurs ont mis en scène une grande variété de poissons,
de forêts inondées et d'animaux. Autant de détails qui permettent d'identifier les paysages du lac Tonlé Sap. C'est là, dans cette région proche d'Angkor, que le roi Jayavarman VII aurait livré bataille aux ennemis Cham. Tout au long de son histoire, l'Empire khmer a épousé les influences religieuses de son temps. Suryavarman II, le fondateur d'Angkor Wat, était hindouiste. Mais quelques décennies plus tard, son successeur, Jayavarman VII, adopte le bouddhisme auquel il dédie son temple phare, le Bayon. De nombreux moines viennent en pèlerinage devant la montagne de pierre aux gigantesques sculptures. Mais en priant devant ces mystérieux visages, qui honore-t-il? Jayavarman VII ou Bouddha? On ne peut pas dire qu'on connaît la signification de ça. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a cette idée d'omniprésent, puisque les visages en question regardent les quatre directions de l'espace. Les tours à visage du Bayon n'arrêtent pas de fasciner les gens, parce qu'il y a toujours un mystère qui plane. À quelques dizaines de kilomètres au sud d'Angkor, nous pénétrons dans l'univers du lac Tonlé Sap. C'est la période des basses eaux. Le grand lac, représenté sur les bas-reliefs du Bayon, s'est retiré à plusieurs kilomètres, découvrant une végétation de mangroves. Seuls quelques petits bras morts à l'eau boueuse sont encore ouverts à la navigation. Au mois de mai et juin, le lac qu'Henri Mouot, le découvreur d'Angkor, appelait la petite Méditerranée du Cambodge, passe de 10 000 à 3 000 km². Le Tonlé Sap joue un rôle essentiel dans l'économie du Cambodge. En juillet, à la fin de la saison sèche, les eaux du Mékong augmentent dans d'incroyables proportions. Elles exercent une telle pression que se produit alors un incroyable phénomène. Les eaux du lac remontent vers leur source au lieu de s'écouler naturellement vers la mer. Pendant plusieurs mois, le lac se transforme en un gigantesque vivier où se multiplie une incroyable variété de poissons. En octobre, le phénomène s'inverse et les poissons reprennent le chemin du Mékong. C'est l'époque des pêches miraculeuses que les habitants surnomment la cueillette du poisson. Quelques entreprises se sont installées sur le Tonlé Sap. Faute de moyens modernes de conservation, le poisson qu'elles achètent aux petits pêcheurs du lac sera transformé en praok, une pâte fermentée qui dans tout le Cambodge sert à agrémenter la nourriture. Les habitants vivent pour la plupart dans des villages flottants qui se déplacent au gré des crues du lac. Tous ne sont pas pêcheurs, mais qu'ils soient cambodgiens ou émigrés vietnamiens, leur vie sur le Tonlé Sap ne semble pas de tout repos.
Je m'appelle Loy Hock. Je pilote des petits bateaux à moteur. C'est mon métier, mon travail. Mais comme je ne gagne pas assez d'argent pour vivre, alors j'élève des poissons. Mais ce qu'il faudrait, c'est que je produise moi-même mes alevins. Comme ça, je pourrais en élever un plus grand nombre. Ça me rapporterait davantage. On vivrait mieux. Sans alevins, impossible de faire un bénéfice avec la vente des poissons. Je gagne juste quelques reels par jour, à peine de quoi élever mes enfants. C'est pas facile de vivre dans ce genre de maison. Il faut la retaper très souvent, tous les 2 ou 3 ans. Sinon, ça devient vite invivable. Mais on a à peine fini qu'il faut déjà recommencer. Ce genre de maison s'abîme très vite. C'est pas comme les maisons construites sur la terre ferme. Ici, il y a toujours quelque chose à faire. Les enfants vont à l'école en bateau. Quand je ne peux pas les accompagner, ils y vont avec des voisins. On se regroupe et on emmène 4 ou 5 enfants. C'est chacun son tour d'aller à l'école. Pour le retour, c'est la même chose. La maison bouge avec nous. Quand l'eau descend, on descend tous. Et quand l'eau remonte, on remonte tous. Une odeur de poisson séché règne dans tout le village. C'est le praok. Comme tous ses voisins, Loy Hock doit sans doute produire le sien. Le procédé est simple. Après avoir découpé le poisson en petits morceaux, on le fait sécher au soleil mélangé à du sel. Après une longue période de macération dans une jarre en terre, le condiment préféré des Cambodgiens sera prêt à la consommation. C'est difficile de vivre sur le Tonlé Sap, mais je ne regrette rien. Parfois, on ne peut pas dormir à cause du vent. Si on possédait une maison sur terre, on irait y habiter. Le soir, parfois, quand le vent souffle, on se lève, car on a peur que la maison casse ses amarres et se mette à dériver. Alors, faut tout vérifier pour être bien certain des attaches. C'est sûr, si on avait des terres, on s'y installerait. Pour vivre ici, il faut vraiment avoir le moral. Le niveau de l'eau étant trop bas, ce n'est qu'à la sortie du lac que nous embarquons sur le Tonlé Pandao. Ce petit navire de croisière qui va nous conduire jusqu'à Phnom Penh est le seul à naviguer sur les rivières et les fleuves du Cambodge. Pour le moment, nous mettons le cap au sud en descendant le cours de la rivière Tonlé Sap en direction de Kompong Chnang. Sans être périlleuse, la navigation nécessite la présence à bord d'un pilote cambodgien. Le moment le plus difficile pour naviguer sur le Tonlé Sap ou le Mekong, c'est les périodes de crue et de décrue. Le plus délicat, c'est pendant les mois de mai et de juin. À cette époque, entre mai et juin, on ne peut pas naviguer partout. On ne peut pas aller vers le nord notamment, et rarement au-delà de Kompong Chnang. À cette époque, impossible d'aller jusqu'à la ville de Siem Reap.
Le reste de l'année, on peut naviguer partout, que ce soit sur le Mekong ou le Tonlé Sap. Il suffit qu'on ait 4 mètres d'eau sous la coque pour remonter jusqu'à la ville de Siem Reap. Mais en ce moment, ce n'est pas le cas, c'est la période des basses eaux. On n'a vraiment pas assez d'eau. D'une façon générale, le Tonlé Sap est une rivière très étroite. On y croise beaucoup de bateaux de pêche. Parfois, il arrive qu'il y ait des petits accidents, des collisions, mais ce n'est jamais très grave. Alors quand ça se produit, ce sont les compagnies d'assurance qui prennent en charge les réparations. Un peu avant la fin du jour, le commandant décide d'accoster devant un petit village. Pendant quelques instants, cette arrivée imprévue attire les curieux. Mais très vite, chacun reprend son activité et le village retrouve son calme habituel. À l'instant où le soleil se couche sur le fleuve, à bord du Tonlé Pandao, la vie de la croisière reprend ses droits. Durant la nuit, nous avons poursuivi notre navigation. Au lever du jour, nous sommes à l'ancre devant la petite ville de Kompong Chnang. En ce début de matinée, toute l'activité de la ville est concentrée autour du marché aux poissons, qui a pris place au bord de la rivière. Autour des bateaux qui débarquent le poisson pêché durant la nuit, on vend, on achète, on marchande, on plaisante. Un rituel sympathique auquel les femmes, la tête recouverte du krama, le foulard à carreaux traditionnel, prennent une part très active.
Quittant le turbulent marché de Kompong Chnang, nous remontons un bras de la rivière. Nous arrivons finalement devant une porte en bambou qui semble marquer l'entrée d'une sorte de lac intérieur. Nous sommes dans une zone de pêche réservée. Un patron pêcheur a acheté le droit d'installer de façon permanente un dai, autrement dit, un piège à poissons. Construit en travers de la rivière, ce dai en bambou est l'un des plus importants de toute la région. Un véritable barrage long de plusieurs centaines de mètres. Un dai est composé de 8 filets. Chacun d'eux mesure 100 mètres sur 20. C'est essentiellement pendant la période de crue qu'on attrape le poisson. On a aménagé 3 dai en travers du fleuve. Les poissons qui suivent le cours en période de crue du Tonlé Sap sont obligés de s'y engouffrer. Avec ces 3 dai, impossible d'en manquer un. Chaque fois que l'on remonte le filet, on peut prendre 1 tonne, 5 tonnes, parfois même 10 tonnes de poissons. On les sélectionne. Les plus gros sont destinés à l'exportation. Les petits, on essaie de les vendre tout de suite dans la région. Dans toute cette zone, personne n'a le droit de poser un autre dai de cette importance. En s'éloignant de Kompong Chnang, les pêcheurs élaborent des dais de fortune, disposant des filets entre leurs embarcations ancrées au milieu du fleuve. Poursuivant notre navigation sur le Tonlé Sap, nous nous dirigeons désormais vers notre prochaine escale, Kompong Cham. Bénéficiant depuis des siècles de la générosité du fleuve, la pêche demeure aujourd'hui encore la principale activité de la région. Durant la nuit, nous avons quitté la rivière Tonlé Sap. Au petit matin, c'est sur le Mekong que nous approchons de Kompong Cham, la rive des Cham. Ironie de l'histoire, le pont sur le Mekong, financé par les Japonais, va faire de Kompong Cham, et donc du Cambodge, le point de passage obligé entre Saigon et Bangkok, les capitales des 2 ennemis héréditaires des Khmers, les Vietnamiens et les Thaïlandais.
S'étirant le long des quais du Mékong, Kompong Cham est un important carrefour commercial. À l'époque de la présence française, on y exportait entre autres les boules de caoutchouc produites dans la plantation d'EVA de Chup. Après la sinistre parenthèse Khmer Rouge au cours de laquelle la région fut dévastée, les plantations détruites et surtout la minorité Cham massacrée, la ville a retrouvé son dynamisme. C'est aujourd'hui la capitale de la région la plus densément peuplée du Cambodge. Contrairement à Kompong Chnang, dont l'activité est entièrement tournée vers la pêche, Kompong Cham affiche une vocation plutôt agricole. À la production des fruits qui colorent les étals du marché, s'ajoute celle du coton, du tabac et naturellement du riz, qui associé au poisson est au centre de la nourriture cambodgienne. Victimes des basses eaux, les maisons flottantes sont quasiment échouées sur le lit du Mékong. Dans cette région, les pêcheurs n'utilisent pas les dai, mais de larges filets à balancier d'origine chinoise. En attendant le retour des hautes eaux, ce ne sont que des squelettes de bambou suspendus entre ciel et terre. Les Cham, qui ont donné leur nom à la ville, sont musulmans. Ce sont les descendants des habitants du Champa. Au XIIe siècle, ce puissant royaume maritime, qui fut l'un des principaux ennemis de l'Empire Khmer, est conquis par les Vietnamiens. Chassés du littoral de la mer de Chine, de nombreux Cham trouvent alors refuge en pays Khmer. Ils y vivaient en paix depuis près de 8 siècles, quand les Khmers rouges prennent le pouvoir en 1975. Les Cham constituent alors la principale minorité du pays. Se méfiant de ces Cambodgiens dont il ne comprend pas la langue, Pol Pot les massacre par milliers. Pour tenter de gagner à nouveau leur confiance, le gouvernement cambodgien aide aujourd'hui la communauté Cham à reconstruire ses mosquées. Pendant le XIIe siècle, les guerres entre les Khmers et les Cham sont très nombreuses. C'est en chassant les Cham, devenus un temps maîtres d'Angkor, que Jayavarman VII devient le grand souverain que l'on sait, fondateur d'Angkor Thom et du Bayonne. L'un des premiers temples qu'il élève en dehors d'Angkor, c'est le Wat Nokor. Situé tout près de la ville de Kompong Cham et du Mékong, il représente sans doute un relais sur la route entre la capitale Khmer et le royaume du Champa qu'il vient de conquérir. Ce temple a été construit sous le règne du roi Jayavarman VII. Il est antérieur au temple édifié par le roi Angkor. Personne ne sait pourquoi le roi a décidé d'élever un temple ici, alors même que le domaine d'Angkor était déjà existant. On sait seulement que ce temple a été construit avant. Les anciens racontent que c'est parce qu'ici la terre n'était plus assez bonne que le roi a finalement décidé de retourner vers Angkor et d'y construire de nouveaux temples. Nous ne connaîtrons sans doute jamais les raisons qui ont conduit Jayavarman VII à s'intéresser puis à s'éloigner du Wat Nokor. Caprice de prince, volonté d'affirmer sa présence à la cour, lieu de toutes les intrigues, qu'importe. Cet ancien temple consacré à la gloire de Bouddha demeure un magnifique témoignage de l'art khmer. Depuis cette époque, le Wat Nokor n'a jamais cessé d'être actif. De nombreuses pagodes ont été construites autour du temple originel.
Celle qui abrite le sanctuaire, une pagode de style thaïlandais très colorée, est elle aussi dédiée à la vie de Bouddha. À l'image de Bouddha, allongé les yeux fermés attendant le nirvana, la ville de Kompong Cham guette avec patience le retour des crues devant les eaux désespérément basses et calmes du Mékong. En attendant, on ravaude les filets, on prépare le matériel. Comme chaque année à la même époque, un immense pont de bambou relie les deux rives du Mékong. Quand le mois de juin arrivera et avant que la montée des eaux ne l'emporte, les habitants de Kompong Cham le démonteront en attendant l'année prochaine. Une nouvelle fois, notre bateau a largué les amarres et repris sa route. Le jeune capitaine birman est sur le pont, attentif à la manœuvre. À bord, il y a 3 capitaines, un birman, un cambodgien et un vietnamien. En ce qui me concerne, j'ai la responsabilité des machines, parce qu'au Cambodge et au Vietnam, ils ne possèdent pas ce type de moteur. Et donc, les autres capitaines ne le connaissent pas bien. Donc, je dois leur apprendre comment les utiliser, comment piloter le bateau et comment les entretenir. Le capitaine vietnamien a la responsabilité de la navigation du côté vietnamien et le capitaine cambodgien du côté cambodgien. À bord, le capitaine cambodgien parle le vietnamien et juste quelques mots d'anglais. Aussi, entre nous trois, c'est lui qui fait l'interprète. On ne peut pas naviguer n'importe où sur le Mékong. Du côté vietnamien, c'est plus facile que du côté cambodgien, où il y a de nombreux bancs de sable. Le niveau du Mékong semble avoir encore baissé depuis le début de notre croisière. Pour quelques mois encore, les maisons construites sur le rivage ont les pilotis à sec. Avant d'arriver à Phnom Penh, le commandant nous offre un nouvel arrêt improvisé dans la campagne khmer. La quiétude qui émane de ce petit village tendrait presque à nous faire oublier les terribles années de terreur qui se sont abattues sur le Cambodge pendant la dictature des Khmers rouges. Rien ne vient troubler la douceur des visages, la beauté des sourires. En rejetant au plus profond de leur être les horreurs et les souffrances de ces années de sang,
Les Cambodgiens ne veulent pas les oublier. Ils essaient seulement de vivre en paix. Le Tonlé Pandao file doucement sur les eaux du Mékong. La croisière sur les rivières et les fleuves du Cambodge n'est pas encore véritablement terminée, mais l'on sent pourtant que chacun veut profiter de ces instants comme s'ils étaient les derniers. Ultime détente sur les ponts, dernier regard sur les rivages que caressent les rayons du soleil. Au matin, nous approchons de Phnom Penh. Depuis le début de notre navigation sur le lac Tonlé Sap, nous avons parcouru près de 600 km sur les lacs, les fleuves et les rivières du Cambodge. Dernier clin d'œil du Cambodge traditionnel, à l'instant où nous arrivons en vue de la capitale, nous doublons un groupe de pêcheurs en pleine activité sur leur daï. En dehors de ce monument en forme de stupa, symbolisant la fondation de la ville en 1494, et la silhouette du palais royal, construit en 1913, Phnom Penh ne possède rien. Rien qui puisse rivaliser avec la magnificence d'Angkor, l'ancienne capitale. Le trésor de la ville est ailleurs, dans sa position stratégique au carrefour des 4 grands fleuves du Cambodge. À l'époque, je crois que le symbole, c'est les 4 bras. Mais en français, on dit 4 bras. Mais en cambodgien, on dit 4 faces. 4 faces, ça veut dire, ça représente les 4 faces du monde, le cosmos. C'est pour cette raison et aussi pour des raisons de protection
de sécurité, on commençait à construire des digues pour encercler la ville, gardant toute la population à l'intérieur. C'est seulement quand arrivé à l'époque française en 1863 qu'on commence à faire des plans de développement. Et de fait, les plus beaux monuments de Phnom Penh, si l'on accepte le palais royal, sont dus aux Français. Construit en 1937, ce magnifique bâtiment de style art déco abrite toujours le marché central de la ville. D'autres constructions ont connu un destin moins glorieux. Cet ancien lycée a été transformé en 1975 par les Khmers rouges en prison de haute sécurité, tristement connue sous le nom de S21. Entre ces murs qui abritent aujourd'hui le musée du génocide, 20 000 Cambodgiens furent torturés à mort entre 1975 et 1979. Pendant les 4 années de la dictature de Pol Pot, plusieurs millions de Cambodgiens trouvèrent la mort. Comme toutes les villes du Cambodge, Phnom Penh paya un lourd tribut à cette folie destructrice. Le 17 avril 1975, les Khmers rouges faisaient leur entrée dans la capitale. En moins de 48 heures, ils la vidèrent de la totalité de ses habitants. Les Cambodgiens viennent de nouveau se promener sur les bords du Tonlé Sap pour y lâcher des oiseaux dans le ciel, symbole de leur propre liberté retrouvée, comme pour démentir cette ancienne prophétie. Dans la plaine des 4 bras, le sang atteindra le ventre des éléphants. Du peuple khmer ne restera qu'une poignée d'hommes vivant à l'ombre d'un banyan. Les Khmers rouges avaient fait de la référence à la grandeur passée du Cambodge un alibi à leur dictature meurtrière. Mais on ne refait pas l'histoire. 1000 ans se sont écoulés depuis la grande époque de l'Empire Khmer, et tous les ors des palais d'aujourd'hui ne peuvent faire oublier la magnificence des temples d'Angkor. Les Cambodgiens sont fiers de leur pays, mais ils ne sont pas nostalgiques de leur puissance passée. Ils sont désormais tournés vers l'avenir et veulent rattraper les années perdues et le niveau de vie de leurs voisins thaïlandais. La première partie de notre croisière khmer s'achève à Phnom Penh. Celle qui s'ouvre maintenant va, au travers du Vietnam, nous conduire à la découverte des provinces méridionales de l'ancien empire khmer, le delta du Mekong et Saigon.